Bien, mes chers collègues, bonsoir à tous. Je vous propose que nous puissions donc démarrer cette séance du conseil municipal et je vais donc préalablement procéder à l'appel des présents. Alors, Johan Mittelosser, je suis présent. Madame Sabourin-Michel, présente, merci. Monsieur Vaury, Présent. présent. Madame Ambrosio-Taddy, présente. Monsieur Chiane, présent. Madame Thirouin, présente. Monsieur Drapier, présent. Madame Siffer est absente. Excusez, elle a donné son pouvoir à Monsieur Chiane. Monsieur Lajugie, présent. Madame Boivin, présente. Monsieur Bonneau, présent. Monsieur Demoisson, présent. Monsieur Françoise, je l'ai pas vu. Monsieur Parmentier, présent. Madame Berthaud est absente. Excusez, elle m'a donné son pouvoir. Madame Brasseur, présente. Monsieur Dupuis, présent. Monsieur Faucheux m'avait dit qu'il serait probablement absent. Madame Martins, présente. Madame Vater, présente. Madame Guerriaboy est absente. Monsieur Camara m'a dit qu'il aurait peut-être du retard ou une absence. Madame Pigeot est absente. Excusez, elle a donné son pouvoir à Madame Cotreau. Madame Cotreau, présente. Monsieur Lopez est absent. Madame Petit est présente. Et Monsieur Chenot est absent. Bien. Notre quorum étant ouvert, nous pouvons donc nous pouvons donc ouvrir la séance, excusez-moi, avec donc 11 points qui sont appelés à l'ordre du jour. Le premier, et avant que nous ne l'examinions, il nous faut, désigner un secrétaire de séance. La dernière fois, c'est Mme Martins qui a officié. Est-ce que j'ai une ou un candidat? Madame Sabourin-Michel se propose. Pas d'autres candidatures? Des votes contre? Abstention? À l'unanimité, Madame Sabourin-Michel est donc désignée secrétaire de séance. Il me revient également de solliciter de votre part, conformément à l'article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, d'avoir recours au scrutin public et par extension au scrutin électronique. Est-ce qu'il y a des objections, des oppositions, des interventions sur ce mode de scrutin? Je n'en vois pas, je soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Unanimité. Il est donc pris acte que nous voterons de manière électronique et publique. Alors, l'ordre du jour, donc je le disais, pour commencer, l'approbation du procès-verbal de la dernière séance, à savoir celle du 4 novembre 2025. Vous aviez reçu avec les éléments en préparation de cette séance donc le dit compte rendu. Est-ce que vous aviez des remarques ou des corrections à apporter à celui-ci? Je n'en vois pas. Écoutez, je vous propose donc que nous puissions donc passer au vote et à l'adoption donc de ce procès-verbal. Alors, donc 21 votes étaient attendus, 21 ont été exprimés et ils sont tous exprimés favorablement. La délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Le second point, il concerne l'approbation d'une convention de mise à disposition de services auprès de la communauté d'agglomération de l'étang Poix-Sud-Essonne. Alors, comme la note de synthèse vous le rappelait, la commune d'Angerville met à disposition de l'agglomération plusieurs services, notamment le service entretien, le service technique, les espaces verts, ainsi que naturellement, bien au-delà des services, les agents et le matériel nécessaire à l'exécution, afin d'exercer certaines de ses compétences pour le compte de l'agglomération, notamment l'entretien de la médiathèque. Nous assurons le ménage au sein de la médiathèque, du périscolaire aussi. De plus, nous entretenons les espaces verts de la piscine ou encore les espaces verts du bassin de rétention dans la zone industrielle. Nous intervenons aussi sur l'éclairage public des zones industrielles. Et donc cette mise à disposition entre la commune et l'agglomération, elle présente naturellement plusieurs avantages. Elle permet une réactivité beaucoup plus importante que s'il fallait déplacer des services depuis Étampes. Nos services connaissent parfaitement bien la commune puisqu'ils en ont, si je puis dire, l'héritage en termes de connaissances. Et donc il y a tout lieu de penser que c'est par cette mutualisation qu'on a un service plus efficient. Et par conséquent, dans la mesure où lorsqu'ils interviennent sur ces domaines de compétences, nos agents interviennent pour le compte de l'agglomération, eh bien nous refacturons à l'agglomération le coût de ce service et c'est tout l'objet de cette convention afin de pouvoir refacturer à l'agglomération
les mises à disposition de services lorsque nous y avons recours. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions sur ce point? Non? Eh bien écoutez, je vous propose de passer au vote. Le scrutin est donc ouvert. Je vous invite à vous prononcer. Bien, 21 votes attendus. Alors, pourtant le mien est passé. Donc, 21 votes attendus et ils sont tous exprimés favorablement. C'est donc une délibération adoptée à l'unanimité. Merci, Monsieur Dupuis. Ce sera consigné. Le point suivant, il concerne une approbation de convention de mise à disposition de services auprès de la communauté d'agglomération. Cette fois-ci, c'est au titre de la régularisation. Donc, c'est le même principe que ce que je disais. Dans les services concernés, à savoir l'entretien, le ménage, donc dans la médiathèque, au périscolaire, l'intervention des services techniques pour entretenir les espaces verts de la piscine, de nos bassins de rétention dans les zones ou l'intervention sur l'éclairage public. En fait, on avait donc une convention qui est devenue caduque au 31 janvier 2024. Elle allait donc du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2024. L'année 2020 a été régularisée, mais on doit donc aujourd'hui facturer à l'agglomération ces mises à disposition que l'on va continuer de faire alors qu'on n'avait plus de convention à jour. Donc c'est ce qu'on vient de voter d'ailleurs précédemment pour l'encadrer. Donc hier soir lors du conseil communautaire, on a l'agglomération a acté le principe de cette régularisation des années 2021-2024. Et donc, il vous est demandé ce soir de l'accepter également, dans la mesure où ça permettrait à la commune d'Angerville de recouvrir la coquette somme de 147 746 euros et 21 centimes auprès de l'agglomération, et qui correspond donc à ces 4 années de mise à disposition de services et de refacturation de ces services. Voilà, mes chers collègues, pour l'explication qui, je l'espère, est suffisamment claire pour vous permettre de comprendre cette mécanique du lien que nous avons avec le PCI. Bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Le scrutin est ouvert, je vous invite à vous prononcer. « 21 votes attendus, 21 exprimés favorablement. C'est une délibération adoptée à l'unanimité. Merci à tous. Le point suivant, il concerne l'approbation de la convention de mise à disposition du service conservatoire intercommunal entre la commune et l'agglomération des Tempois Sud-Essonne. Que de points entre l'agglomération et la ville ce soir. Alors là, ce qui vous est rappelé dans cette délibération, c'est que la commune sollicite depuis de très nombreuses années auprès du conservatoire intercommunal la mise à disposition d'un DUMIS, donc c'est un diplôme universitaire d'intervention musicale, mince, j'ai plus le terme de l'acronyme. En tout cas, le DUMIS, donc c'est une personne qui enseigne l'éveil musical et plus que l'éveil musical d'ailleurs, mais fait des cours de musique auprès de nos classes à l'école élémentaire. Et donc, on mène là aussi, c'est un choix, les communes peuvent solliciter l'agglomération pour avoir la mise à disposition de ce DUMIS pour pouvoir porter notamment des projets culturels. Et donc là aussi, l'agglomération facture cette mise à disposition. C'est tout l'objet de cette convention qui vous indique que préalablement à cette proposition, il y a eu un échange entre l'école élémentaire et l'agglomération pour caler ce qui semblerait nécessaire pour le projet pédagogique culturel. Il a été identifié 26 jours nécessaires avec une restitution du travail engagé avec les élèves sur la fin de l'année. Et donc, si vous en êtes d'accord, par le biais de cette convention, eh bien, nous rembourserons à l'agglomération le coût de la mise à disposition de cet agent pour l'intervention en milieu scolaire. Et j'étais en train de chercher le montant, voilà. Et vous avez ce qu'on appelle un coût unitaire de fonctionnement. Alors, on dénomme par l'acronyme CUF. Dans le CUF, vous avez à la fois les charges du salaire et lorsqu'il y a du matériel, alors là en l'occurrence non, mais on prend aussi l'usure du matériel, le renouvellement, je m'explique, nos services techniques, lorsqu'on les met à disposition, l'agglomération nous rembourse le temps humain, mais aussi
une partie de l'usure du matériel employé par nos services techniques. Si vous imaginez que sur une quantité de 100 avec un agent et une tondeuse, si 10% de son temps avec cette tondeuse est consacré à l'agglomération, il est normal que l'agglomération contribue pour 10% de l'amortissement de la tondeuse, schématiquement. Et donc tout ça rentre, en plus du remboursement des 10% du temps, ça forme ce qu'on appelle le CUF, le coût unitaire de fonctionnement. Donc là, en l'occurrence pour le Dumist, fixé à 41,07 € et on est sur 26 jours au total. Voilà, mes chers collègues, ce qu'il vous est proposé d'approuver pour que nous puissions permettre aux élèves d'avoir cet enseignement musical. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Ouais, pourtant. C'est pénible ce truc. Ah, on va pas le battre, hein. Alors il manque qui? Madame Boivin, vous êtes pour. Merci. Ce qui normalement nous donne nos 21 votes attendus, 21 exprimés, et ils sont tous exprimés favorablement. C'est une délibération qui est adoptée à l'unanimité. Merci à tous. Nous poursuivons avec l'approbation de la convention de participation santé auprès du Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne pour la protection sociale complémentaire 2024-2029 et pour le risque santé au cas particulier. Donc, ce que la délibération vous rappelle, c'est que la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, qui a été initiée par l'ordonnance dont je vous fais grâce du numéro et de l'année, place la couverture des risques, prévoyance et santé des agents au premier plan de la responsabilité des employeurs publics territoriaux. Elle introduit notamment une obligation pour les employeurs de mettre en œuvre une participation financière à la couverture du risque prévoyance de leurs agents, et ce, à compter du 1er janvier 2025, puis à celle des risques frais de santé à compter du 1er janvier 2026. Bonsoir, monsieur Camara. Ainsi que des niveaux minimums de couverture pour chacun des risques. Le nouveau décret qui a été adopté en avril 22 est venu en préciser les modalités. Alors, il faut savoir aujourd'hui que la participation minimale des employeurs territoriaux en matière de frais de santé à compter du 1er janvier 2026 est fixée à 15 € par agent et par mois, soit 50% d'un montant de référence qui est fixé à 30 €. En outre, les contrats de frais de santé proposés aux agents de la fonction publique territoriale doivent être constitués d'un panier de soins de référence déterminé par un décret dont je vous fais grâce. Également du numéro. La compétence des centres de gestion en matière de protection sociale complémentaire était initialement... C'est quoi ce bruit de journal que j'entends dans des pages de journal se tourner? Pardon, c'est ce qui me faisait sourire. Non, il doit y avoir quelqu'un qui a une application et ça fait un bruit de... Bon, pardon. Donc, la compétence des centres de gestion en matière de protection sociale complémentaire nous permet aujourd'hui, donc, si vous en êtes d'accord, de fixer une participation. Alors, nous, on a souhaité aller au-delà des 15 € minimal, puisqu'on vous propose donc 20 € pour le seuil plancher. Et donc, si vous en êtes d'accord, l'adhésion à la convention donnera lieu à une contribution aux frais de gestion, puisque le CIG se rémunère. On est 180 € pour l'adhésion avec les deux conventions prévoyance et santé. Et la part forfaitaire, donc de 20 € par mois et par agent, pour la couverture santé, sachant que le minimum légal était de 15, donc on a souhaité aller un peu au-delà, comme nous le permet la loi, pour accompagner les collaborateurs de la collectivité dans leurs dépenses et surtout leur prise en charge des enjeux de santé. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions, des interventions donc sur cette convention? Je n'en vois pas. Écoutez, je vous propose donc que nous puissions passer au vote. Alors, monsieur Camara, vous êtes pour. Bonsoir, monsieur Françoise, soyez bienvenue. Donc, 22 votes attendus, 22 exprimés, ils sont tous exprimés favorablement. C'est une délibération qui est donc adoptée à l'unanimité. Merci à tous. Le point numéro 6, il concerne l'ouverture dominicale des commerces de détail pour l'année 2026. Je cède la parole à monsieur Vaury. Oui, bonsoir à tous.
Ouverture dominicale des commerces de détail pour l'année 2026. Le travail dominical est pour l'essentiel régi par les articles L 3132-26 et suivant du Code de travail, lequel laisse un rôle important aux maires. Je vous épargne la lecture de l'article. La loi permet donc aux commerces de détail d'ouvrir de façon ponctuelle le dimanche par décision du maire, après avis du conseil municipal, dans la limite de 12 dimanches par an. La liste des dimanches concernés doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Les contreparties obligatoires offertes aux salariés, compensation salariale définie par un accord de branche, d'entreprise, d'établissement ou de territoire concernés, ainsi que la réaffirmation du principe du volontariat des salariés travaillant le dimanche sont maintenues. Les demandes d'ouverture dominicale pour les commerces de la commune portent sur les supermarchés pour les dates des 11, 18 et 25 octobre 2026, les 8, 15, 22 et 29 novembre 2026, les 6, 13, 20 et 27 décembre 2026. Considérant les demandes d'autorisation d'ouverture dominicale formulées par les supermarchés d'Angerville, je vous demande, si vous réservez une suite favorable, je vous propose de bien vouloir émettre un avis favorable et voter sur le sujet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions d'intervention, bon, délibération usuelle, qui passe chaque année pour le commerce alimentaire, grande surface et qui donc permet l'ouverture dominicale pour les dates qui ont été indiquées au titre de l'année 2026. Pas d'intervention ni de questions? Eh bien, écoutez, je vous propose que nous puissions donc passer au vote. Et je vous invite à vous prononcer. Alors, Monsieur Françoise, vous êtes pour, merci. Et je crois que nous avons donc nos 23 votes attendus. Ils se sont tous exprimés favorablement. C'est une délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le 7e point, il concerne le budget principal avec la 3e et probablement dernière décision modificative au titre du budget principal. Et je cède la parole à Madame Ambrosio Tadi. Oui, bonsoir. Donc, une décision modificative doit être prise pour pouvoir passer les écritures dites d'amortissement, ainsi que les écritures de régularisation sur quelques anomalies comptables, et la prise en compte des ICNE, ce sont les intérêts courus non échus au 31/12/2025 sur certains emprunts. Pour rappel, les écritures d'amortissement et de régularisation n'ont aucune incidence financière. Donc, en fonctionnement, pour les charges à caractère général, on aura une augmentation de dépenses de 27 650 €. Pour les opérations d'ordre de transfert entre sections, on a une augmentation là de crédit en dépenses de 24 000 € et une augmentation de crédit en recettes de 2 950 €. Pour les charges financières, donc les fameuses ICNE, on aura une augmentation de crédit en dépenses de 3 300 €. Pour les charges spécifiques, 200 € d'augmentation de crédit en dépenses. Et pour les dotations aux provisions et dépréciations, 3 100 € d'augmentation de crédit en dépenses, ce qui nous donne un total de, donc pour les dépenses en diminution de crédit, 27 650, 30 600 pour les augmentations de crédit toujours en dépenses, et pour les recettes, une augmentation de crédit de 2 950 €. Ça, c'est pour le fonctionnement. En matière d'investissement, nous avons pour des opérations d'ordre de transfert avec en dépenses des augmentations de crédit de 2 950 € et pour les recettes aussi des augmentations de crédit pour 24 000 €. Pour les immobilisations corporelles, donc on aura une augmentation de crédit en dépenses de 21 050 €, ce qui nous donne pour l'investissement un total de 24 000 € en dépenses et en recettes en crédit. Merci. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, donc sur cette 3e décision modificative de l'exercice budgétaire 2025, des questions ou des interventions? Non? Eh bien, écoutez, je vous propose que nous puissions donc passer au vote. Notre scrutin est ouvert. Je vous invite donc à vous prononcer.
Madame, Madame Boivin, c'est bon. Monsieur François, j'ai entendu oui, merci. Et je crois que ça porte effectivement à 23 suffrages attendus, 23 exprimés, tous favorablement. La décision modificative numéro 3 est donc approuvée à l'unanimité. Merci à vous. Alors on poursuit toujours dans les décisions modificatives. Cette fois-ci, c'est la première de l'exercice, au titre du budget de la zone industrielle et d'activité. Et je cède la parole à nouveau à Madame Ambrosio Tadi. Donc, même exercice pour le budget ZDA, donc une décision modificative prise pour pouvoir passer les écritures d'amortissement et celles relatives aux ICNE, les intérêts courus non échus. Pour rappel, ceci n'a aucune incidence financière concernant les écritures d'amortissement. Donc, en fonctionnement, en charge à caractère général, nous avons une diminution de crédit en dépenses de 2400 €. Pour les opérations d'ordre de transfert entre sections, en dépenses toujours, mais là des augmentations de crédit pour 1100 €, plus les charges financières pour 1300 € d'augmentation de crédit, ce qui nous donne un total en fonctionnement de 2400 € en dépenses, tant en crédit qu'en augmentation et en diminution de crédit. Voilà. Pour l'investissement, les opérations d'ordre en augmentation de crédit pour les recettes de 1100 €. Et donc, au niveau de la maison de santé, là, une augmentation de crédit en dépenses, cette fois-ci de 1100 €, ce qui nous donne à l'équilibre une décision modificative pour 1100 € tant en dépenses qu'en recettes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions, des interventions donc sur ce point? Je n'en vois pas. Je vous propose donc d'ouvrir le scrutin et de passer au vote. Alors, Monsieur Françoise, pour, merci. Et bon, vraisemblablement tout le monde. 23 suffrages attendus, 23 exprimés, tous favorablement. C'est une délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Nous poursuivons, point numéro 9, avec les admissions en non-valeur s'agissant des créances irrécouvrables. Je redonne la parole à Madame Ambrosio Tadi. Donc, des valeurs irrécouvrables qui correspondent à des titres de recettes qui avaient été émis par la collectivité, mais dont le recouvrement n'a pas pu être amené à terme par les services de la trésorerie. Donc, une demande d'admission en non-valeur pour un montant de 11 788,56 € a été présentée par le trésorier pour l'exercice 2025. Sur ce montant, seul il vous est proposé d'accepter la prise en charge d'un montant de 1400 € qui correspondent aux dettes suivantes, donc 1200 € pour un remboursement suite à la mise en fourrière d'un véhicule pour lequel les poursuites exécutées auprès du redevable sont restées infructueuses, et 200 € pour une dette de loyer alors que la personne est disparue. Donc, s'agissant des créances restantes, des recherches doivent être effectuées par les services avant de les admettre éventuellement en non-valeur. Merci. Alors oui, les créances irrécouvrables, c'est finalement, comme le titre l'indique, les dettes que certains ont vis-à-vis de la collectivité et pour lesquelles le trésorier estime qu'il lui est difficile de pouvoir poursuivre les procédures de recouvrement, sauf que, vous l'aurez constaté, 11 788 € quand on regarde le détail. On a pas mal de créances, notamment sur des questions de cantine, ça peut aussi être sur d'autres sujets. Et quand on regarde dans le détail, on estime que l'ensemble des démarches n'ont pas été effectuées telles qu'elles devraient être et que par conséquent, il n'y a pas lieu pour nous d'accepter aujourd'hui d'effacer ces 11 788 € qui avaient encore du travail qui pouvait être fait et que seuls 1400 € pouvaient être pris en charge. Voilà, est-ce qu'il y a des questions d'intervention, mes chers collègues? Non? Eh bien écoutez, je vous propose de passer au vote. « 23 votes attendus, 23 votes exprimés favorablement. Notre délibération est adoptée à l'unanimité. Point numéro 10, il concerne l'ouverture anticipée des crédits en investissement avant le vote du budget 2026. Et je redonne la parole à Madame Ambrosio Tadi.
Oui, comme chaque fin d'année, nous allons vous demander de, de nous permettre d'ouvrir par anticipation des crédits dans l'investissement avant le vote du budget 2026. Ceci est prévu par l'article L16-12-1 du Code général des collectivités territoriales et permet ça concerne les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits qui avaient été ouverts sur l'année 2025 et on peut les présenter pour les ouvrir pour ce début d'année 2026. Donc, pour le budget principal, nous avons pour l'opération 10 du groupe scolaire 7 500 €. Pour l'opération 16 de la salle polyvalente, des crédits ouverts pour 6 400 €. Pour l'opération 19 voies et réseaux, un montant de 76 900 €. Pour l'opération 23 d'éclairage public, un montant de 7 500 €. Pour l'hôtel de ville, opération 25, un montant de 3 900 € et l'opération 31, mobilier sportif et divers, pour 21 400 €. Pour l'opération 42 des services techniques, 16 500 €. L'opération 44 de la vidéoprotection, 11 600 €. Et pour le budget de la ZIA, nous avons pour l'opération 10 de la maison de santé un montant de 31 700 € que nous vous demandons de bien vouloir accorder. Merci. Là encore, délibération usuelle, mais je rappelle le cadre pour notamment celles et ceux qui nous suivent et qui ne sont peut-être pas férus de comptabilité publique. Dans la mesure où nous ne votons pas les budgets en année civile, mais que nous les votons à la date maximale à laquelle nous autorise la loi, et pourquoi nous le faisons qu'au mois d'avril, parce que c'est le temps d'avoir l'ensemble des notifications des bases qui constituent donc nos recettes de la part de l'État. Et donc, pour que la commune, qui elle par contre, quoi qu'il arrive, a une annuité en termes d'exercice budgétaire, puisse continuer de fonctionner entre la période de janvier à l'adoption des budgets, donc en mois d'avril. Adoption des budgets qui, en 2026, sera retardée d'au moins 2 semaines en raison des échéances municipales, donc il y a un délai qui a été rallongé. Il faut bien qu'on puisse, dans la mesure où il peut y avoir parfois des nécessités d'investir, disposer de ces capacités, de ces avances dans la limite des crédits ouverts l'année précédente, donc le quart. Vous ouvrez 100 une année pour votre école, bien vous avez le droit de consommer 25 l'année suivante grâce à cette délibération avant l'adoption du budget pour pourvoir aux nécessités naturellement de fonctionnement des services en investissement. Voilà mes chers collègues, ce qu'il vous est proposé pour que, indépendamment de la prochaine adoption budgétaire, la commune puisse d'ici là continuer à fonctionner. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions, des interventions sur ce point? Je n'en vois pas. Je vous propose que nous puissions donc passer au vote. Alors, Monsieur Chian. Donc 23 votes attendus, 23 exprimés favorablement. C'est une délibération adoptée à l'unanimité. 11e et dernier point, la lecture des décisions. Dans le cadre des délégations de pouvoir que vous m'avez consenties, vous avez donc de retranscrit l'ensemble des décisions que j'ai pu prendre. Vous avez notamment une décision qui concerne un marché public d'assurance, puisque notre collectivité n'a pas échappé à ce que vive l'ensemble des collectivités, à savoir un surenchérissement du coût d'assurance bâtiment. Alors, c'est dû au fait que ces dernières années, entre les catastrophes climatiques, les insurrections et autres au niveau national, eh bien, plusieurs bâtiments publics ont été victimes de vandalisme ou de destruction ou d'atteintes fortes par des éléments climatiques, et par conséquent, bien, les dépenses d'assurance ayant augmenté à l'échelle nationale, les assureurs recalculent et je dirais réaugmentent les contributions attendues. Alors c'est très simple, on a fait 100%, on a fait 300% d'augmentation, puisqu'on a une augmentation de 294,7%. On passe d'un tarif annuel qui a été fixé à 38 centimes hors taxe par mètre carré. Donc on a 17 000 mètres carrés à assurer. Donc on était en TTC à 7 986 € par an pour assurer l'ensemble de nos bâtiments. Et de ces 7 986 €, on passe à 31 524 € et 56 centimes. Alors donc nous restons assurés, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de certaines collectivités qui ont des grosses difficultés à être assurées, mais nous le payons cher. Mais nous n'échappons pas à la règle, c'est pas plus en Jarville qu'ailleurs.
vous le vivez peut-être aussi avec vos assurances habitation, hein, constatez ces dernières années et regardez le prix de l'assurance habitation. Voilà, l'ensemble des événements et notamment, je le disais, des catastrophes climatiques ont conduit à avoir des dépenses qui ont augmenté. Les assureurs ne sont pas des philanthropes et par conséquent, eh bien, revoient aussi les contributions de leurs adhérents. J'ai aussi signé une convention, plusieurs conventions de mise à disposition de logements communaux dans le cadre d'un relogement suite à un incendie qui est survenu il y a quelques semaines. Et j'ai signé un contrat d'abonnement avec la Poste et un contrat d'accompagnement pour l'analyse et l'optimisation de la taxe foncière. Il faut savoir que même les collectivités, parfois, pourraient bénéficier de retour de la taxe foncière, c'est-à-dire que nous payons parfois trop de taxes foncières, puisque contrairement à ce qu'on pense, une commune paye aussi du foncier sur ses bâtiments. Et comme chaque particulier, parfois des manières de déclarer ou de renseigner en le remplissant mieux, en étant mieux conseillé, eh bien on peut faire des économies. Et donc là, ce bureau d'analyse va nous permettre de générer des économies. Et donc, il se rémunère en une fois sur 30% des économies générées la première fois. Parce qu'en fait, on a quand même un vrai gain, puisque admettons que vous récupériez 100, la première année, on n'en récupérera que 70, puisqu'on a 30 qui seront versés au bureau d'études, mais c'est quand même 100 qui sont gagnés chaque année, et qui jusqu'à présent étaient dépensés dans le cadre des taxes foncières. Voilà mes chers collègues, ceci clôt notre ordre du jour, qui était relativement restreint, de ce qui constitue la dernière séance, sauf événement et cas de force majeure, mais de la mandature, et qui va donc clôturer ce mandat, et c'était l'occasion pour moi de vous remercier toutes et tous pour ces presque 6 années passées ensemble, la mandature 2020-2026, un mandat bien particulier à bien des égards, commencé sous la Covid, avec ensuite le conflit de tensions qui d'ailleurs ne s'est malheureusement pas atténué au niveau du continent européen avec le retour de la guerre qui a entraîné l'inflation. Enfin voilà, on a eu un mandat qui n'a pas manqué de soubresauts et pour autant je crois que nous avons su les uns les autres faire face pour que la commune continue d'agir pour le bien-être de celles et ceux qui nous ont fait confiance. Ce faisant, j'associe toutes les sensibilités qui ont composé ce conseil. J'ai une pensée toute particulière pour Monsieur Paul Agbekodo qui nous a quittés et qui avait débuté ce mandat, l'avait débuté dans l'opposition, mais avait été animé de représenter une voix différente. Et je crois que c'est important. Notre démocratie n'est vivante que parce qu'elle entend toutes les expressions, même celles qui incarnent une contradiction. Ça amène à l'exigence de la réponse. Quand on n'a rien à se reprocher, rien à cacher, on n'a pas à fuir les débats. Donc voilà, je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui ont incarné des voix différentes, mais qui sont les voix qui représentent les Angervillois dans toute leur sensibilité. Nous avons les uns et les autres su mener de nombreux projets. Je vous en ferai pas la litanie ici. On a eu l'occasion d'en reparler. Nous avons pu investir comme jamais, sans pour autant augmenter l'endettement de la commune, en laissant un bilan qui est aujourd'hui, et nous l'avons vu lors du dernier séminaire budgétaire, une situation que nous laissons à l'équivalent de celle que nous avons trouvée au début de la mandature. Donc elle était très bonne au début de la mandature. Nous la laissons dans le même état, alors que nous avons beaucoup investi. Ça veut dire que nous n'avons pas endigué l'avenir de celles et ceux qui nous succéderont lors de la prochaine mandature. Et ça, c'est important que de ne pas sacrifier l'avenir au présent. Et nous avons su répondre, nous avons su préparer l'avenir, tout en étant en capacité demain de continuer à agir pour le bien-être d'une commune qui aujourd'hui se développe de manière harmonieuse, sans qu'il n'y ait de volonté d'exclure qui que ce soit. Et je crois que c'est aussi ce qui fait la richesse de cette commune. Et on a eu quelques récents événements qui ont su démontrer que les Angervillois appréciaient de passer du temps ensemble, de vivre cette commune. Et lorsque on est en capacité de ne pas regarder que le côté négatif, il y en a, bien entendu. Et je dirais que c'est ce qui d'ailleurs fait le sel de l'engagement électif, c'est les défis à relever au quotidien, c'est les soucis à gérer, et ça fait partie de ce pourquoi nous nous sommes engagés. Mais c'est bien aussi de regarder les facteurs de réussite. Il n'y a pas que des choses qui ne vont pas, il n'y a pas que des reproches, il n'y a pas que des sujets qui interpellent. Il y a aussi des choses qui donnent foi en l'avenir et en notre commune et dans sa population, une commune qui est jeune, 29% des Angervillois qui ont moins de 30 ans. Donc on a une belle dynamique, une belle opportunité d'avoir pour les années à venir, je n'en doute pas, pour les prochaines mandatures, encore de beaux projets. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ce travail mené ensemble, cette aventure, ce bout de chemin. J'espère que ça a été pour vous source de, notamment je pense pour ceux pour lesquels c'était le premier mandat,
d'apprentissage, d'enrichissement. Je vous dis toujours que s'il y a bien un engagement à vivre au moins une fois dans sa vie, c'est l'engagement électif municipal. C'est la République du quotidien, c'est le côté extrêmement concret de nos concitoyens dans des domaines très variés qui se complexifient, vous l'aurez constaté, hein, une fois qu'on met de côté les finances publiques, vont traiter des enjeux de compétences classiques des communes, les écoles, la voirie, mais on y ajoute de plus en plus d'attentes fortes de nos concitoyens, les questions de santé, les questions de développement économique, les questions aussi de prévention sur le domaine public et tous ces défis, mais j'espère que vous avez apprécié de dialoguer ensemble. En tous les cas, moi, ça a été un vrai plaisir avec l'ensemble des adjoints qui m'ont entouré, que je remercie d'avoir toutes ces réunions d'échange. Et puis je terminerai par remercier celles et ceux sans qui nous ne pourrons rien faire. Nous avons beau ici délibérer, derrière il y a des femmes et des hommes qui mettent en œuvre au quotidien à la fois nos décisions ou donnent ces lettres de noblesse à la commune par leur engagement pour le service public municipal. C'est l'ensemble de nos agents que je souhaite en votre nom à tous remercier pour leur implication, puisqu'on a une chance, c'est d'avoir du personnel impliqué. Je crois que de récents événements vous auront encore démontré à quel point ils étaient là, ils se mobilisent, ils acceptent de relever des défis et il n'y a pas plus belle récompense collective pour nous tous que d'avoir cette belle émulation et qui, comme je le disais tout à l'heure, permet parfois de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc c'était ces quelques mots que je souhaitais leur adresser en leur disant tous nos remerciements et toute notre gratitude. Et puis, je vous souhaite par avance, à vous, à vos proches, ainsi qu'à celles et ceux qui nous ont fait le plaisir de nous suivre et de s'intéresser à la commune, d'excellentes fêtes de fin d'année. J'en terminerai par un dernier appel citoyen. Vous le savez, en mars prochain, ça n'aurait échappé à personne, auront lieu les élections municipales. Par conséquent, il y a deux choses importantes à retenir. La première, c'est que si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, pour celles et ceux qui nous écoutent, faites-le. Vous avez jusqu'au 6 février. Vous pouvez le faire en mairie, vous pouvez le faire en ligne. Je pense que l'engagement citoyen, c'est important. Ne laissez personne décider à votre place. Et puis, à titre d'information, vous dire que, sauf cas de force majeure, je le disais tout à l'heure, le prochain conseil municipal aura donc lieu au sortir des urnes, avec donc l'installation du nouveau futur conseil municipal. Tout dépendra s'il y a un ou deux tours. S'il y a plus de deux listes, il y aura vraisemblablement plus de deux tours, plus d'un tour, pardon. S'il y a que une ou deux listes, il n'y aura qu'un seul tour. Et donc, vous le savez, l'installation du conseil municipal, c'est entre le premier vendredi et entre le vendredi et le dimanche qui suit le résultat des élections municipales, ce qui veut dire que le conseil municipal d'installation aura lieu soit le vendredi 20 mars, soit le vendredi 27 mars. Et il me reviendra en tant que maire sortant de convoquer ce futur conseil municipal pour le déclarer installé. Et ensuite, la future mandature 2026-2032 prendra la relève. Et j'espère que nos concitoyens sauront se mobiliser pour faire vivre la démocratie et lui donner toutes ses lettres de noblesse en ne laissant encore une fois personne décider à sa place. Merci à toutes et à tous et une excellente soirée.